vous aviez de toute façon un autre interlocuteur aux côtés de Dominique Jamais, qui était le délégué scientifique et à qui on ne peut pas contester les titres universitaires qu'il avait gagnés, pas seulement dans les bibliothèques françaises, mais aussi dans les bibliothèques britanniques. C'était Jean Gattegno. Tout à fait. Alors, Jean Gattegno est un homme de très haute valeur, dont nous déplorons la perte du reste. Mon fils a été son médecin dans ces derniers mois, donc vous voyez qu'il y a une espèce de lien affectif quand même. Mais ça a été un très grand directeur du livre, notamment par les liens qu'il a su établir avec les provinces, avec les éditeurs, etc. Alors, si je me permets une critique posthume, dont je pense que sa famille l'apprendra pas mal, il n'aimait pas la Bienne. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi. Peut-être par une espèce d'esprit de gauche, de chrétien de gauche qu'il était du reste. Hostilité à l'élitisme, c'est possible. Et ça, de ce point de vue, ça a créé des conflits. Mais il a fait un très beau travail comme délégué scientifique. Alors, est-ce que vous avez discuté beaucoup avec lui, parce que c'était peut-être l'interlocuteur le plus à même d'en parler avec vous, de la modernisation, de la numérisation, et puis du catalogue collectif national dont il faut quand même que vous nous parliez. Alors la modernisation, je n'avais besoin de personne pour savoir qu'il fallait informatiser le catalogue, le fichier de la BN. Et je l'ai fait. Et simplement, ça demandait un peu d'argent, pas beaucoup, 100 millions. Et Biasini, je dois dire, je l'ai tanné pour ça, j'ai tanné Dominique Jamais aussi, en disant vous n'allez pas emménager à Tolbiac avec des tiroirs en bois et des fiches en carton. Et ça a pris un certain temps. Mademoiselle Baudiquet, ma collaboratrice, a fait un énorme dossier, je ne sais pas s'ils l'ont lu, mais ça les a impressionnés. Et au bout de quelques temps, j'ai décroché mes 100 millions, plus aussi 100 millions pour le recollement, enfin l'inventaire. Et nous avons fait cette chose prodigieuse, qui est l'informatisation complète maintenant d'un catalogue de 7 millions de notices, de fiches pour 11 millions de volumes. Donc si vous voulez, là, ma conscience est très claire. En plus, c'est un garçon, un monsieur deux messieurs de très haute qualité qui dirigent en premier et en second l'informatique actuellement, c'est André Sisberg et Serge Solomon. Et donc là, vraiment un excellent bilan dont je suis fier et que Jean Favier a continué avec l'intelligence qui le caractérise. Alors, le deuxième problème, c'est le catalogue collectif national. Ça, c'était le côté Gattegno. Je pense qu'on a progressé, mais enfin, là, je moins suivi ça. Est-ce que ça ne met pas seulement en jeu, là, la Bibliothèque nationale, mais quel type de bibliothèque dans la région? Attention, n'oubliez pas une chose, c'est les grandes bibliothèques. Moi, j'avais pensé, mais ça ne m'a pas suivi, je l'ai même dit un jour à M. Chirac, mais il avait sans doute d'autres problèmes, et ça, je le comprends très bien, qu'il fallait faire un catalogue collectif parisien. À ce moment-là, Paris, c'est la plus grande bibliothèque du monde, et on cherchait son livre, elle n'était pas bien, on allait le trouver à l'école normale ou ailleurs. Bon. Mais enfin, catalogue collectif national, c'est une idée très brillante, c'est une idée qui va de soi, qui existe dans d'autres pays, et c'est lié peut-être à une vingtaine ou une trentaine de grandes bibliothèques, genre Lyon ou Strasbourg. C'est-à-dire informatique, pour ceux qui sont profanes, informatisation des fichiers, des catalogues de ces bibliothèques. Et alors là, je crois que c'est peut-être un peu moins en avance, mais n'oubliez pas une chose, c'est que le grand problème, c'est d'ouvrir Tolbiac, je crois, en 97. Pour ouvrir Tolbiac, même si le catalogue collectif national est un peu en retard, ce qui compte avant tout, c'est que l'informatique de la maison soit prête. Alors, numérisation, c'est-à-dire production d'un livre sur écran électronique, ce qui pose des problèmes de fatigue visuelle, mais enfin, ça, c'est une autre question. Quand j'ai lancé mon projet de BNB, ces messieurs dames des finances m'ont dit « Mais vous êtes fous, la collection de la BN tiendrait dans une valise électronique. » C'était une façon de refuser un projet de 2 milliards pour être obligé ensuite d'en avaler un de 9 milliards. Ensuite, il y a même eu des moments où on a, au début du grand projet, une personne de la TGB de l'époque, ou de la Bibliothèque de France, que je ne nommerai pas, a eu l'heureuse idée de dire au syndicat CGT des magasiniers qui venaient présenter ses revendications, de toute façon, on n'aura plus besoin de magasiniers, tout sera électronique. Bon, ça, bien sûr, c'était l'absurde, c'était l'utopique. Mais la numérisation, l'idée d'avoir des centaines de milliers de volumes, peut-être un jour, dans 50 ans, il faut du temps quand même, les 11 millions de volumes sur écran n'est pas du tout absurde. Et de ce point de vue, il y a des divergences très grandes. Par exemple, le directeur de la bibliothèque allemande, Deutsche Bibliothek, me dit, qui est un chercheur pourtant de physique, un vrai scientifique, exact, ce qui n'est pas mon cas, m'a dit, dans 20 ans, il y aura encore, ou 30 ans, il n'y aura encore que 20% des livres modernisés, numérisés. En revanche, Librairie du Congrès, eux, ils sont pour une numérisation rapide. Donc, oui, il y a des divergences.
je pense qu'il faut, il faut numériser des centaines de milliers de volumes assez rapidement. Mais lesquels? Ça, c'est un gros problème. Parce que ou bien vous numérisez Corneille, Racine, et tout le monde, c'est un peu absurde, je dis ça traîne dans le livre de poche. Ou bien vous numérisez des livres qui sont encore soumis à des royalties pour éditeurs. C'est une histoire épouvantable avec les éditeurs. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un le lira, il faudra verser 3 sous. Ou bien vous numérisez des livres anciens qui ne sont pas Corneille et Racine et que personne ne lit. Et à ce moment-là, votre numérisation ne sert à rien, puisque personne ne la consulte. Je caricature. Donc, si vous voulez, le problème du choix des livres, il peut être résolu, mais il est tout de même assez délicat. Un des grands combats de Dominique Jamais, si Jacques Attali avait eu à l'époque encore le soin du projet, il l'aurait jugé inutile, c'était d'essayer de récupérer le dépôt légal de l'audiovisuel, ou en tout cas de créer à la Bibliothèque de France un très important département audiovisuel, parce que l'historien que vous êtes doit bien comprendre qu'un chercheur a besoin d'avoir accès au journal télévisé en même temps qu'au journal Le Monde. Tout à fait. Alors là, je ne suis nullement hostile à l'audiovisuel, mais par ma formation, évidemment, j'étais moins proche de ces problèmes. L'ABN a d'admirables collections audiovisuelles, comme vous, d'un autre point de vue, mais elle n'avait absolument pas les moyens de les développer. Alors, je pense que Dominique Jamais, au début de l'entreprise, a vu un peu grand, mais ensuite, il est venu à des proportions beaucoup plus humaines, et le département audiovisuel, qui intégrait du reste sous les auspices de notre ami Jacques Tinson aux imprimés, en quelque sorte, sera quelque chose de tout à fait important. Cela dit, on me dit, jamais vous le confirmerez ou pas, que Mitterrand avait dit à Jamais, bon, le livre, d'abord le livre, parce que Mitterrand est un homme de livre. Et bon, ça reste pour moi un peu vrai quand même. Mais je ne comprends pas, vous défendez mordicus le département des estampes ou le département des médailles, qui était au fond un peu l'équivalent de ce que pourrait être un département audiovisuel au XXIe siècle. Mais je n'ai pas attaqué l'audiovisuel, non. Oui, mais vous ne le jugez que comme un secteur complémentaire. Parce qu'on pourrait, en allant au bout de votre raisonnement, se dire pourquoi un tout petit peu d'audiovisuel à quoi bon un tout petit peu d'audiovisuel Attention, il y a quand même si ce n'est pas complet. Il y a le CNC, il y a l'INA, hein, n'oublions pas. Donc l'INA, c'est quand même toute la grosse, comment on dit, l'échantillonnage des programmes télé. Radio, je crois, et le CNC, ce sont les films. Par conséquent, ce qui reste, me semble-t-il, car là, encore une fois, je ne prétends pas très bien connaître ce dossier, alors je connais bien suite des livres, ce qui reste à la BN, c'est surtout les vidéocassettes, enfin, etc. Et là, le dépôt légal a lieu et se fera dans des conditions correctes, et les conditions de consultation, je crois, seront très bonnes, oui. On a dit que vous aviez laissé partir la phonothèque qui était liée à la Bibliothèque nationale de Richelieu sans trop de difficultés, justement parce que vous la considériez comme un département mineur. Ce sont des choses agréables qu'on dit sur mon compte et qui sont une calomnie pure et simple. Absolument pas. La phonothèque n'est pas un département mineur, même si elle a eu parfois des directeurs ou des directrices baroques, au meilleur sens du mot baroque, car je suis un grand spécialiste de l'histoire du baroque. Donc c'est la directrice baroque que vous laissez partir? Non, parce qu'elle était partie bien avant, donc c'est avant, donc c'est quelqu'un d'estimable. Mais je n'ai rien laissé partir du tout, puisqu'on ne part pas. Tolbiac, c'est l'ABN, il faut tout de même être sérieux. L'idée de départ n'a aucun sens. On déménage seulement. À peine. On reste chez soi. Simplement, le pays s'est agrandi. C'est comme la France qui était autrefois l'île de France et qui maintenant va jusqu'à Marseille. C'est tout. On ne part pas. On s'étend. Et ça, c'est la grande conquête, je crois, de la droite. C'est-à-dire que... Et c'est là cette merveilleuse continuité française. La gauche a eu cette idée un peu folle, mais assez géniale quand même de Tolbiac, et la droite a réunifié. Donc on ne part pas. On s'agrandit. Oui, c'est Jacques Attali qui a raison. On voulait faire un projet de révolution et puis on a eu droit à un projet de succession. Mais pas de succession, d'apothéose, d'apogée. La BNC, c'est la plus belle et la plus magnifique collection du monde. Si vous voulez. Dans l'ancien, malheureusement, nous avons été dépassés ensuite par le librairie du Congrès, la boutique Chabrier. Mais jusqu'en 1850, il n'y a rien de comparable. Ça a droit à l'apothéose. Quant à la révolution, je vous ferai remarquer que chaque grand pays a eu une seule grande révolution. Et ça suffit. On l'a eu en 89. De 89 à, je sais pas, selon Furet, jusqu'à 1880. Bon, c'est derrière nous. On ne fait plus de révolution. On fait des aménagements, des réformes.
des expansions, des apothéoses. Oui, parce que Jacques Attali croit frapper un coup de théâtre en soufflant au président l'idée de Bibliothèque de France en juillet 88, et puis c'est la même vedette, la Bibliothèque nationale, qui revient à la fin de l'acte. Ah ben c'est merveilleux. C'est merveilleux, mais une bibliothèque nationale exaltée. Et je suis sûr qu'Attali n'est pas choqué. Enfin, ça m'étonnerait qu'il soit choqué par ce qui se passe. Il doit être. Enfin, écoutez, c'est un triomphe pour moi sans doute, mais aussi pour lui. Je ne sais pas de quoi il se plaint. Je crois qu'il ne se plaint pas. C'est aussi une amélioration pour les conservateurs, parce que leur recrutement est élargi, en même temps que leur sort matériel et leur carrière sont améliorés à l'époque où germe et se développe l'idée de grande bibliothèque. Écoutez, ne me parlez plus de grande bibliothèque. Il y a la Bibliothèque nationale de France. Je ne veux plus entendre parler de grande bibliothèque. Elle est grande, bien sûr. Mais alors, le conservateur, je plains un peu les gens de mon âge, et sexagénaires, il n'y en a pas tellement, parce qu'il va falloir marcher des kilomètres. C'est pas très bien conçu de ce point de vue. Mais ça, c'est un côté marginal. En revanche, les conservateurs et les bibliothécaires, et les magasiniers du reste, ce sont des gens à qui j'ai une grande confiance. Et à mon avis, le projet a de très grandes chances, c'est déjà beaucoup plus qu'un projet, de réussir précisément parce qu'on a là vraiment affaire à une élite intellectuelle, non politique, de gens extrêmement motivés que sont les conservateurs. Pourquoi est-ce que l'Opéra Bastille a des problèmes? Parce que, je ne sais pas s'il en a encore, il en a eu pendant un certain temps, aussi parce que là, vous avez quand même des gens assez difficiles à manier. Vous aviez un monsieur qui venait de Corée, je crois, où on nous prenait un manuscrit du reste, et qui demandait à un moment 1 million par jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, il y a des gens comme ça, il n'y en a pas à la Biennale. Ce sont des gens désintéressés, qui se contentent de situations matérielles souvent modestes, et qui, je crois, feront marcher cette grande institution qui ne sent pas toujours facile. Oui, mais après 88, même si leurs conditions restent modestes, les salaires des conservateurs sont améliorés, et puis il y a un recrutement qui est accéléré, à tel point qu'il y a une sorte d'explosion de la vieille école des Chartes. Enfin, elle n'explose pas, mais sans doute elle s'agrandit. Mais je pense en effet que pour les bibliothécaires, c'est une chance. Et c'est toujours ma vision de ce que j'appellerais respectueusement le projet Mitterrand, qui est peut-être maintenant un projet Mitterrand-Chirac, j'en sais rien, c'est que c'était un peu fou, j'allais dire un peu mégalomane, mais que cette folie a permis, au cœur de cette folie, c'est comme le château de Versailles, c'est Louis XIV, une rationalisation et puis une expansion d'éléments extrêmement sains, extrêmement actifs, extrêmement consciencieux, comme sont les conservateurs.